Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de la Fondation Capot Vert. Je suis Michel Sana, je suis le directeur de la Fondation et j'ai l'honneur et le privilège d'être en présence de Jean-Luc Pérez, fondateur des ateliers Pérez Prado, un cabinet architecte marseillais qui est engagé en matière d'innovation et de respect de l'environnement. Bonjour Monsieur Pérez. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ces quelques instants. Vous êtes actuellement à Dubaï, dans le pavillon France. Absolument. Et je sais que votre temps est un peu compté puisque je crois qu'il y a une délégation officielle d'ici quelques instants qui va venir vous rejoindre avec Oui. le président de la République. Donc merci en tout cas de nous accorder quelques temps. Alors, comme le temps est un petit peu compté et on va rentrer peut-être directement dans le vif du sujet, on vient de voir quelques animations, quelques images du pavillon France. Et j'ai regardé un petit peu voilà, votre histoire et je crois que vous êtes convaincu que la géographie commande la réflexion architecturale. Alors justement, quelle a été votre inspiration et quelle a été la réflexion architecturale du pavillon France? Comment reprendre cette histoire? D'abord, une agence, c'est une espèce d'alchimie qui évolue, qui se construit projet par projet. Bon, quand on arrive sur la question du pavillon de la France à une exposition universelle, ça a été pour nous la volonté de faire un projet évidemment exemplaire, hein, à forte visibilité, et un projet citoyen, puisque ça fait partie des grands fantasmes des architectes de pouvoir participer à ce genre de compétition. Bon. Donc, quand la précision, elle se tiendra à Dubaï, advient, c'est là que se posent les questions, j'allais dire, d'essence ou d'esprit d'une agence. Dubaï. Hier, on a fêté, là, je suis dans le pavillon, hein, vous voyez les structures des tuiles photovoltaïques derrière moi, parce que je suis sur la façade sud dans les bureaux de la COFREX. La COFREX, qui est l'organisme interministériel qui s'occupe des expositions universelles pour la France. Dubaï, hier, on a fêté les 50 ans de la fondation des Émirats Arabes Unis. Donc, l'histoire de Dubaï, l'histoire des Émirats Arabes Unis, 50 ans, c'est rien du tout. C'est plus jeune que moi, donc c'est pas grand-chose, évidemment. Donc, exactement, on s'est dit, je me suis dit, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Par contre, il y a une chose qui a été vif dès le premier instant, c'est le climat, c'est la géographie. C'est-à-dire que on a compris, qu'on a résumé dans la formule, c'est une revanche de la géographie sur l'histoire. J'ai compris que construire à Dubaï, c'était pas comme construire à Paris ou à Marseille, le port, ou à Paris, Haussmann, s'inscrire dans une histoire en essayant de s'y intégrer et de transmettre comme une tradition architecturale. Dubaï, c'est tout neuf. Dubaï, comme l'a écrit Bruce Bégou dans le livre qu'on a sorti ces jours-ci, c'est en soi une exposition universelle. C'est-à-dire que depuis sa création, la fabrication de Dubaï, c'est l'exposé de performances architecturales, les unes plus ambitieuses que les autres, avec comme point commun le climat et la géographie. Donc, alors, la géographie, c'est en deux mots, c'est désert. Clairement. Mais le climat 50 degrés l'été, 25 en hiver, c'est autre chose. Le soleil, le vent, tempête de sable, la chaleur écrasante, ce sont des éléments constitutifs du projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper. C'est pour ça que je dis que c'est une revanche de la géographie sur l'histoire, parce que nous, on a eu, notamment dans la période moderne, en Europe notamment, mais pas que, une espèce d'abstraction qui est née
de l'étude de l'espace sans tenir compte des spécificités, des adressages des bâtiments. On a à peu près les mêmes normes de Lille à Biarritz et de Brest à Nice. Ouais. Voilà. Donc, nous, on sait dans le Midi que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais à Dubaï, il est impossible d'échapper à cette question-là. Alors, ils ont essayé dans leur premier temps d'échapper à ça, parce que leurs moyens financiers, le pétrole, leur permettaient de se mettre dans un corporate, j'allais dire, international pour pouvoir rivaliser avec les grandes métropoles. L'ambition, c'était de faire une grande métropole, de cette association de villages bédouins, de faire une grande métropole internationale. Donc, ils se sont mis sur ces critères-là. Et moi, quand j'ai découvert la parcelle que la France avait retenue pour cette exposition universelle, j'étais en plein désert. Il faisait 40 degrés. Il fallait se protéger du chaud comme en Antarctique, on se protège du froid. Ouais. Et donc, comme si vous demandez à un paysan de Provence de vous construire une maison, il va regarder comment autour de lui l'air, l'eau, le soleil, le climat, donc apparaît et va donner une réponse. Il va implanter sa maison pour se protéger du vent, pour se protéger du soleil. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un truc de bon sens qui a été la première démarche, qui recoupe des credos de l'agence qui ont été construits année après année, mais qui globalement, pour moi, à l'agence, ce que je dis, c'est il faut que ce soit les attitudes qui fabriquent les formes. Il faut que ce soit les attitudes qui donnent les formes. Donc, on est arrivé dans ce plein désert. Même l'échelle, elle est immesurable. Je ne savais pas si la parcelle, elle faisait 3000 mètres carrés ou 300 mètres carrés. Ça ne veut rien dire à cette échelle-là. Ouais. Par contre, ce que j'ai compris tout de suite, c'est que s'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de vie. Ouais. Alors, on sait à Marseille que les places qui ont été faites où il n'y a pas d'ombre, c'est extrêmement difficile. En Italie, ils savent faire. Nous, on sait moins faire. Mais enfin, en tout cas, à Dubaï, premier point, on a monté un mur, grand mur, qui donne le gabarit du volume constructible qui nous était autorisé, mais un grand mur qui fait 50 mètres sur 25 et qui abrite du vent et des tempêtes de sable. Sur ce mur-là, directement, on a posé une grande plaque qui fait aussi 50 mètres de large sur 60 mètres de long à peu près, et qui fabrique une grosse plaque d'ombre. Donc, le bâtiment Pavillon France, la première chose qu'il fait, il fait une espèce de grand attique qui permet d'avoir de l'ombre et d'abriter sous cette ombre-là les visiteurs. Voilà, donc ça c'est la première démarche. Après, il y a un programme, hein, évidemment, donc il faut le faire rentrer dans ce dispositif-là. Et en gros, on a fabriqué au sol une plaque épaisse où il y a tous les endroits d'exposition permanente et les événementiels, plus les boutiques, en fabriquant une espèce de façade un peu urbaine sur la Concourse Road, qui est le grand chemin qui permet de distribuer tous les pavillons de l'exposition universelle. Et donc, vous avez un alignement de boutiques, de luxe, des restaurants, des librairies, voilà, comme on peut le trouver dans un quartier urbain traditionnel français, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est le programme des expositions. Et tout en haut, sous la plaque, à 20 mètres de hauteur, on a fabriqué un grand espace de rencontres, de réunions, de B2B, de trucs où les professionnels et même le public peuvent voir soit des expositions, soit participer à des conférences, soit rencontrer des gens. Il y a un restaurant gastronomique dans cet élément haut que vous avez vu dans le film. Voilà. Parfait. Merci pour ces précisions sur votre réflexion. Alors, pour les participants, peut-être que vous ne savez pas, mais le thème de l'exposition universelle actuellement à Dubaï, c'est connecter les esprits et construire le futur, avec trois sous-thèmes, trois sous-thématiques, qui sont la durabilité, l'opportunité et la mobilité. Et donc, c'est vrai que cette expo universelle propose une vision durable qui est forte. Et justement, Monsieur Pérez, en quoi le pavillon France est-il vertueux?
Alors, d'abord, je voudrais revenir un peu sur, encore une fois, la genèse, comment les choses avancent. Ouais, Connecter les esprits, construire le futur. On a eu, à la lecture c'était juste avant le Covid, mais bizarrement, j'ai ressenti ça comme une espèce de suspension, si vous voulez. Si toutes les grandes expositions universelles ont toujours placé l'homme comme référence pour toute chose, l'exposition universelle de Dubaï, c'était en 2020. ouais, Elle se devait de dresser, si vous voulez, un état du monde qui s'interroge sur son avenir. Quand on dit connecter les esprits, construire le futur, c'est qu'on n'est plus exactement sûr. Parce que les expressions universelles, ça a toujours été un moment d'une grande naïveté, notamment dans la question du progrès. Il n'y a jamais eu de doute depuis, disons, la guerre froide. Même à ce moment-là, il y avait des problèmes politiques, mais pas dans le progrès. Là, même si en 58, l'exposition de Bruxelles, elle proclamait un nouvel humanisme, si vous voulez, qui était fasciné par la ouais. nouveauté. Dubaï, il essaye de mettre en avant plutôt les relations des hommes entre eux et la nécessité de fabriquer une maison commune, la planète. Mhm. Et si le bureau de l'exposition a retenu connecter les esprits et construire le futur, la réponse de la France, c'est de se proposer comme thème la lumière, les lumières. C'est-à-dire de mettre l'immatériel au centre d'un nouveau projet de vie, si vous D'accord, voulez. bien sûr. La lumière comme matériau qui est à la base de toute chose, mais aussi les lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle français, l'humanisme, la rationalité. Et c'est ce que l'architecture du pavillon traduit. C'est-à-dire que ce n'est pas une boîte décorée comme on avait pu le faire à Milan ou à Shanghai. Ce n'est pas une gesticulation formelle pour prouver un dynamisme particulier. Non, on est à la fois dans cette retenue et cette retenue veut dire quoi? Veut dire qu'on mise sur l'intelligence Ouais. pour passer cette étape et pour construire cette maison commune. Voilà. Donc la lumière, les lumières. Et donc si dans un premier temps, le bâtiment, il a fabriqué sa propre ombre Ouais. avec ce grand baldaquin, on l'a percé de 25 000 LED. La surface le pavillon, il fait 5 000 mètres carrés. Sa surface, elle est à 15 mètres de hauteur. Et la surface, en gros, en surface, c'est 2 fois la surface de la géode, pour vous dire l'importance du dispositif, qui est donné à voir quand on est dans l'attente du visiteur. Et ces 27 000 LED, ils fabriquent la propre lumière du bâtiment. Alors, c'est un bâtiment qui, à la fois, fabrique sa propre ombre et fabrique sa propre lumière. Ok. Redites-moi la question en fait, à laquelle il fallait que je réponde et non pas mon C'était obsession. en quoi Mmh. le pavillon France est-il vertueux? Quels sont les grands principes, on va dire, voilà, Alors, architecturaux? vertueux, je sais qu'il y a sans doute dans les gens qui nous écoutent des ingénieurs et des architectes qui participent à des labels et tout. Première vertu, c'est de s'implanter correctement par rapport aux conditions. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, c'est on est dos au soleil et on fabrique cette ombre et on s'abrite du vent. Ça, c'est le premier point. C'est le bon sens paysan. C'est ce qui est le plus Ouais, important comme label pour moi. Après, c'est un bâtiment qui est vertueux, oui, parce que à Dubaï, ils ont construit sans nécessité. Nous, on arrive aujourd'hui, la question du développement durable à l'agence, c'est presque notre ADN. bien Dire, sûr. euh, je ne vois pas comment on pourrait ne pas être animé par ce souci-là. Donc, on a recouvert la façade sud et toute la toiture de 2500 mètres carrés de tuiles photovoltaïques parce que le matériau soleil est le plus généreux là-bas. Et ce dispositif fait que malgré les 40 degrés qu'on doit tenir avec une machinerie de clim monstrueuse, on est autonome quasiment au niveau énergétique. Ok. Voilà. C'est le principal point, c'est de dire on peut construire de manière à avoir une autonomie énergétique. Bon, on peut construire intelligemment en s'implantant et dans sa conception, on avait dit
aujourd'hui, un bâtiment de cette nature, il doit être démontable pour pouvoir être réutilisé, peut-être. Bon. Il se trouve que, bonne nouvelle, le CNES, le Centre national d'études spatiales, a racheté le bâtiment et qu'à la fin de l'exposition, on le démontera et on le remontera à Toulouse dans le campus du CNES et qui servira de bâtiment amiral pour les activités des études spatiales. Voilà. Après, il y a des petits trucs, on a des petits trucs. L'idée quand même, c'est de ne pas vouloir accastiller l'architecture par des dispositifs type panneaux solaires et tout, qui sont exogènes à l'architecture aujourd'hui, en tout cas. Donc, ce sont des tuiles photovoltaïques qui lui donnent une peau qui ressemble à une espèce de peau de serpent. Pour la petite histoire, en réalité, on a pris un tableau de Monet qu'on a agrandi, un morceau des nymphéas, de manière à ce que la tuile que l'industriel AQO a fournie ait la taille de la touche du peintre. Voilà. Et on lui a demandé, ce qu'il a accepté, de fabriquer une gamme de couleurs cohérente. Donc c'est la question, parce que les peintres de cette époque étaient attachés à la lumière, les impressionnistes ont un rapport à la lumière spécifique, et donc on trouvait bien de les inclure aussi dans notre architecture pour pouvoir participer à la compréhension de ce pavillon. Voilà. Après, on a des climats diabatiques, on a des petites centrales qui recyclent les eaux grises et qui permettent, par exemple, d'arroser les végétaux que l'on a installés dans le parvis, des végétaux qui sont en pot. Hein, on est allé les prendre dans les pépinières locales et qui, à la fin de l'exposition, retourneront à leur destin. Voilà. Donc, c'est pas une espèce de, on fait pas, c'est pas un bâtiment qui propose de montrer ces éléments-là, mais ils existent. Il est autonome énergétiquement et il a un certain nombre de qualités qui va de sa démontabilité jusqu'à des conceptions techniques un peu malines. Voilà. Parfait. Ok. Merci, M. Perez, pour ces précisions. On a une question qui vient d'arriver. Est-ce que la conception du pavillon France préfigure la conception des futurs logements en France? Est-ce que le pavillon France… allez, oui, oui. Alors, je vais répondre d'une manière générale. Il y a très peu d'innovation, enfin, il n'y a pas d'innovation, il y a très peu de bouleversements dans l'architecture. Par exemple, moi qui construis des hôpitaux, on a soigné les Français du Moyen-Âge jusqu'aux années 50 dans les mêmes bâtiments, à la Salpêtrière, par exemple. Bon, ça n'empêche pas d'être très bien soigné à la Salpêtrière. Bon. Vous, je ne sais pas, il va bien y avoir des camarades derrière l'écran qui habitent dans de l'haussmannien. On peut loger les gens dans plusieurs siècles dans la même architecture et c'est super à la mode, ça vaut super cher, tout le monde est très content d'être dans de l'haussmannien. On est dans le Haussmannien actuellement. Bon, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes chic. Bon. Donc la permanence de l'architecture, c'est un truc important et moi je trouve que c'est vertueux parce que j'imagine que l'amortissement de l'investissement, je ne suis pas très comptable, mais ça doit être une bonne affaire. Bien. Il y a peu de bouleversements et peu de progrès dans cette histoire d'architecture. Sauf que, années 80, révolution numérique, ça fabrique immédiatement une architecture nouvelle. Ouais. En principe, avec une révolution, on tient 100 ans, 200 ans en architecture, on invente le béton, on fait tout le XXe siècle avec. C'est pas... Là, tous les 10 ans, depuis les années 80, il y a un bouleversement majeur. La révolution numérique, la révolution climatique, nous oblige à repenser l'architecture. Moi, j'ai été élevé, on avait des matériaux bruts en façade, on avait le doublage à l'intérieur. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Ouais. Donc, la révolution climatique est une énormité sociale, économique, si vous voulez, et au niveau architectural est considérable. Les logements qui vont être construits après le pavillon seront obligés d'être, non pas dans la forme, mais dans l'esprit, dans l'attitude, qui me paraît plus précis comme indication, dans l'attitude de ce qui a été fait sur le pavillon. C'est-à-dire, grosse proportion de bon sens et une proportion non négligeable de progrès technique
au service des ODD, parce qu'en plus, les objectifs de développement durable, c'est un engagement mondial que la France a porté et dans laquelle elle s'est inscrite. Le président, je pense qu'il va venir vérifier que j'ai bien participé à ce qu'il a signé. Objectif-là, ouais. Bah oui, c'est extrêmement important quand on nous donne des leçons d'être irréprochable. Donc je pense qu'on aura des bâtiments de logement qui cocheront un certain nombre de cases en termes de maîtrise de l'énergie, en termes de flexibilité, parce que si le pavillon de la France est un bâtiment qui veut dire principalement l'ouverture au monde, parce que contrairement à ceux d'entre vous qui auront la chance de visiter l'exposition universelle, vous verrez que la grande majorité des pavillons restent encore des boîtes décorées. Mais quelques-uns déjà, dont le pavillon France, sont des bâtiments qui s'ouvrent, qui fabriquent une urbanité et qui fabriquent un espace extérieur qui est inclus à l'intérieur du pavillon. On ne pourra plus faire de logement sans espace extérieur. Ouais, je veux dire, voilà, je pense que le Covid, la révolution climatique, un certain nombre de choses. Accélérer la prise de conscience. Ouais, oui, et on changeait même la nature des besoins. Bon, mais moi, d'avoir un logement qui soit quasiment thermos et qui donne du reste à charge pour les habitants de zéro, parce que la maîtrise des passoires thermiques sera réglée, je pense que c'est un truc sur lequel on ne reviendra pas. Yeah. On ne reviendra pas. Voilà. Donc, oui, les logements, à partir de là, seront différents. Alors, je pense. Et du coup, pour avoir une continuité par rapport à la question qui a été posée, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer un petit peu justement les bonnes pratiques dans l'immobilier? Je parle à l'échelle de notre territoire, hein, que ce soit la région sud, même à l'échelle un peu plus grande comme celui de la France, même plus globalement celui du monde. Alors, moi, je pense que la bonne réponse pour accélérer au niveau mondial le progrès dans les questions que vous posez, c'est de rester local. Voilà. La modernité, c'est l'international et ça a fabriqué des aberrations. Les mêmes bâtiments de Tel Aviv jusqu'à Neuilly, c'est plus possible. Il va falloir revenir non pas vers un vernaculaire, mais vers une production de logements adaptés au climat, à la géographie et à la sociologie des gens. Il faut que le logement sorte de la question du produit pour redevenir une manière d'habiter. Voilà. Okay. Et donc, si vous travaillez sur qu'est-ce que c'est qu'un logement en Provence, qu'est-ce que c'est qu'un logement au bord de la Méditerranée, ou qu'est-ce que c'est qu'un logement… Le logement à Aix et le logement à Marseille ne peuvent pas être pareils. Oui, exactement. Mais n'importe qui a vécu un an à Aix et un an à Marseille, il sait que c'est pas du tout pareil. Voilà. Ben, il faut que le logement rende compte de ça. Pas de dire il faut des tuiles ou il faut des ardoises en Bretagne et des tuiles en Provence. Pas du tout. C'est dire voilà quelles sont les conditions climatiques, voilà quel est le rapport à l'extérieur, par exemple, à Marseille, et on fera les logements en conséquence. Moi, je me souviens, quand on avait l'agence, on est arrivé sur le Prado, d'un patron de restaurant qui racontait comment il avait vu la première pizzeria, le premier pizzaiole qui s'est installé à Place Castellane, en disant on l'a vu sortir des tables à l'extérieur, on était mort de rire, on était plié en deux. On disait mais jamais ça marchera son restaurant avec le vin, le Mistral, jamais personne n'ira. Bon, chacun donc a apporté une réponse. Bon, il se trouve que ça a bien marché, la question des tables à l'extérieur, mais il y avait, vous voyez bien que quelqu'un qui est dans son métier, dans sa préoccupation, il pose les bonnes questions. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on soit à l'extérieur. Évidemment, il faut qu'on soit protégé du vent. À Marseille, il faut qu'on soit protégé aussi du soleil. Il faut que peut-être même que les logements soient protégés de l'ouest. Enfin, il faudra apporter une réponse au logement spécifique, territoire par territoire, et même adresse par adresse. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour votre réponse et en tout cas la vision que vous portez, qui est la continuité de votre conviction. Hein. On parlait de la géographie
qui commande la réflexion architecturale. Alors, je crois que vous avez réalisé un livre sur le pavillon France, c'est bien ça? Absolument. C'est une histoire énorme pour moi, hein, quand même. Faut pas. C'est une expérience, une aventure incroyable. J'allais dire, en faire la synthèse et puis pouvoir passer à autre chose. Et puis surtout pour pouvoir répondre à des questions qu'on ne m'avait pas posées. Euh, euh, on a édité un livre qui est composé d'une manière multiple parce que c'est très difficile de parler d'architecture. Un film ne rend pas compte de tout, les photos ne rendent pas compte de tout. Bon. Donc, j'ai assemblé un certain nombre de photos qui sont parues dans la presse. Je n'ai pas voulu commettre une commande spécifique pour ça parce qu'il y a beaucoup d'images. On a assemblé ces images, on les a présentées. Et entre ces images, il y a 3 textes. Il y a un texte que j'ai rédigé qui permet de parler du pavillon, très bien. Il y a un texte d'un critique d'architecture parisien qui s'appelle Richard Scoffier, qui parle du pavillon comme étant un baldaquin, avec tout ce que ça veut dire de possibilités de déménagement et de spécificité formelle. Et un texte de Bruce Bégou, qui est un philosophe qui est spécialiste des villes un peu comment dirais-je, différentes, un peu extravagantes. Il a écrit sur Los Angeles, il a écrit sur comment s'appelle la ville américaine où il y a tous les casinos de jeux là en plein désert, Las Vegas, voilà. Et il a regardé Dubaï pour ce que ça en est, parce que c'est le choix à ce moment-là de la révolution climatique, à ce moment-là du Covid, à ce moment-là je vous dis, de la suspension de la naïveté envers le progrès, d'avoir choisi Dubaï pour faire cette exposition universelle, c'est presque à la fois un paradoxe et une provocation et à la fois un truc pas con, j'allais dire, excusez-moi. Ouais. Mais c'est-à-dire que à ce moment-là, ça nous permet vraiment de faire le point de ce qu'on est, de ce qu'on est tous à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour réaliser cette maison commune qu'est la planète, qui est en danger. Il faut pas, voilà. Donc, ce livre, il parle à la fois de Dubaï, qui est en fait une exposition universelle généralisée depuis sa création, parce que Dubaï, c'est quoi? C'est un alignement de projets emblématiques les uns à côté des autres. Est-ce que ça fait une ville qui ont été construits sans aucune inquiétude dans l'avenir et qui aujourd'hui vont être obligés d'adopter une attitude. Voilà. Donc ça parle de ça parle du pavillon et ça parle donc de cette attitude qui doit devenir une forme pour les architectes. Je pense que et on peut le trouver où ce livre? Alors, il va être en librairie dans les jours qui viennent. Et là, il sera aussi distribué à la librairie du pavillon, bien sûr, mais il sera dans toutes les librairies parisiennes et françaises et marseillaises. Voilà. Ok. Dernière petite question avant qu'on passe sur une deuxième partie, puisque on porte ensemble, on va dire, un projet de sensibilisation et de réflexion par rapport à la transition écologique là-dessus. Dernière petite question, est-ce que le fait d'avoir été le concepteur du pavillon France, qui est quand même l'emblème du rayonnement de l'excellence française au Moyen-Orient, a été un accélérateur, on va dire, de projet pour vous? Alors, je vais la refaire. Mon cher, est-ce que vous connaissez beaucoup de projets de Gustave Eiffel? Bon, faisons court. Vous n'en connaissez pas. Voilà, je pense qu'il m'arrivera le même destin, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que non, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on porte le flambeau d'une idée de la France. Bon, alors, on enlève tout le pathos actuel qui traîne autour. Et globalement, pour ceux, encore une fois, qui auront la chance d'aller à voir l'exposition universelle à Dubaï, voilà, ça nous rappelle qu'on a une espèce de singularité, je veux dire. Voilà, singularité. Moi, ça m'a permis de faire un point, un état des lieux des choses qui me travaillent sur la ville et le logement et la fabrication de la ville. Et
voilà, ça suffit, quoi. Mais on a aussi une attitude citoyenne. Il faut porter la France. Voilà. Parfait. Merci en tout cas pour ces questions-là. Alors, est-ce que peut-être des personnes enfin des participants ont d'autres questions, hormis celles que nous avons eues? Pas pour l'instant. Alors, ce que je vous propose, Monsieur Pérez, c'est que peut-être on attaque une deuxième partie, notamment le projet que l'on porte ensemble. Je vais partager donc une présentation que nous avons élaborée ensemble. Alors, aujourd'hui, qui est la continuité en tout cas de cet échange et de l'interview que nous avons eu avec Monsieur Pérez. Alors, on s'est rencontrés il y a maintenant quelques semaines et nous avons eu en tout cas cette idée de pouvoir porter un ensemble de réflexions et de sensibiliser en tout cas nos publics vers un modèle de transition écologique dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï. Le nom, en tout cas, de ce projet-là est Dubai Green Experience. Et ce projet-là se veut l'occasion d'exprimer la vision française de la transition écologique en montrant comment la solidarité climatique et environnementale à l'échelle internationale peut être un outil de développement des entreprises. Le point de départ, évidemment, de ce projet que nous avons eu ensemble, c'est que l'immobilier, on voit bien qu'il est à l'aube d'un tournant et qu'il est un enjeu décisif, en tout cas, pour l'avenir, en tout cas, de l'humanité. On l'a dit, l'exposition universelle de Dubaï est un événement qui se veut vertueux, même si évidemment, Dubaï est un petit peu controversé lorsqu'on parle de transition écologique, mais on pourra voir qu'effectivement aujourd'hui ils prennent un virage pour décarboner leur économie et on aimerait en tout cas proposer en tout cas ce voyage, en tout cas cette expérience, pour affirmer l'engagement et les valeurs de notre région sud. Et d'ailleurs, Monsieur Pérez fait partie, en tout cas, justement, de ces acteurs-là qui portent l'excellence française durant cette exposition-là. Ce projet, il a un triple objectif, l'engagement, le partage et la culture. L'engagement est de vouloir créer une dynamique qui soit forte, fédératrice, face aux enjeux environnementaux. Donc l'idée est de mobiliser les acteurs immobiliers régionaux, évidemment, les sociétés d'innovation, la société civile, mais aussi les acteurs publics, pour se réunir face aux enjeux et à l'urgence climatique. Le second objectif est donc de partager les innovations de notre territoire. Aujourd'hui, nous avons de belles pépites régionales qui mériteraient en tout cas d'être plus connues et aussi de faire valoir un petit peu l'art de vie à la française pour créer des opportunités business afin de créer et bâtir les villes de demain. Et ensuite, le troisième objectif de ce projet-là est donc la culture, parce qu'évidemment, nous sommes à Dubaï et qu'il y a des traditions qui sont totalement différentes des nôtres et des solutions aussi qui sont liées à la transition écologique qui sont spécifiques. Alors, évidemment, on parle souvent de bon sens, mais c'est vrai qu'ils sont quand même, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Je ne parle pas de la désalination, évidemment, de l'eau, de manière à ce qu'ils puissent utiliser l'eau comme nous pouvons l'utiliser. Aujourd'hui, ils ont quand même sorti des drones qui vont permettre évidemment de générer de la pluie, on va dire à la demande, par la condensation évidemment de l'eau. Donc c'est vrai que voilà, les Émirats arabes unis, en tout cas, est un laboratoire aujourd'hui de la transition écologique et que c'est toujours quand même assez intéressant de pouvoir évidemment voir ce qu'ils sont capables de concevoir. Alors, l'idée de ce projet, c'est de pouvoir s'appuyer sur le pavillon France, qui se veut un lieu d'échange, de rencontre et de partage, pour faire rayonner la région sud, notre région sud, autour de la transition écologique. Ce qu'on aimerait… Michel, pardon de vous couper, juste, on m'appelle. Oui, Il faut que j'y aille. Il y a aucun problème.
Mais la délégation officielle est arrivée, donc il faut que j'y aille. Merci. Excusez-moi encore. J'ai été ravi d'être un moment avec vous et Plaisir partagé. voilà, et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Je vous remercie à tous. Merci, M. Pérez. Merci de votre disponibilité. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Donc voilà, ce que l'on propose dans le cadre de ce projet-là, c'est d'organiser des conférences et évidemment pour parler de la résilience des villes et de pouvoir porter évidemment aussi les bonnes pratiques et le bon sens, comme le disait M. Pérez, autour de l'immobilier. Également de porter les innovations et l'art de vie à la française à la rencontre des décideurs dubaïotes. L'idée, c'est réellement de partager les expériences et les connaissances pour inventer le futur des villes résilientes, mais aussi d'être un accélérateur d'opportunités et de business croisés. Et ensuite, évidemment, les participants, les sociétés d'innovation, tous ceux qui font partie de ce voyage de sensibilisation, c'est réellement de pouvoir créer un enrichissement et une coopération avec toutes les parties prenantes. Donc, à travers évidemment des visites, des lieux, on va dire, fédérateurs de Dubaï, mais aussi voilà, de créer des expériences, des rencontres entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Les porteurs de ce projet, évidemment, c'est l'atelier Pérez Prado, notre fondation et également nos partenaires Synchronicity avec qui nous avons conçu Waste Weekend lors du Congrès mondial de la nature à l'IUCN. Alors, pourquoi pas être un point de départ pour bâtir la ville de demain, s'appuyer sur l'exposition de Dubaï. Petit focus en tout cas sur le paradoxe, évidemment, énergétique. On sait très bien que les Émirats arabes unis est l'un des pays les plus pollueurs de la planète. Beaucoup d'infrastructures tournent grâce aux hydrocarbures. C'est le 7e plus gros pays producteur de pétrole au monde. Et je continue évidemment à être de la donnée, mais 70% de l'électricité consommée est issue des climatisations, vu qu'il fait quand même 50 degrés en été, et des infrastructures qui sont énergivores et en rupture avec la sobriété. Je pense notamment à la piste de ski qui a été conçue il y a maintenant quelques années. Mais on va dire que Dubaï aujourd'hui prend conscience de changer leur économie et de pouvoir décarboner justement leur pratique d'une certaine manière. Et pour cela, les Émirats arabes unis ont un objectif de neutralité carbone qui est à l'horizon 2050. Et il y a quand même 160 milliards de dollars qui vont être investis pour des solutions de l'après-pétrole, excusez-moi. Donc l'idée des Émirats arabes unis est de pouvoir promouvoir des nouvelles techniques de développement durable sur différentes thématiques. L'eau, je vous ai parlé de la dessalination de l'eau et de son recyclage, créer des bâtiments autosuffisants, et le pavillon France est aussi un vecteur en tout cas pour être autosuffisant. Les énergies vertes, alors là ils ont énormément conçu de grandes centrales photovoltaïques et les déchets. Aujourd'hui, ça reste une grosse problématique justement à Dubaï, de manière à trier, à traiter, à valoriser les déchets, et également tout ce qui va toucher à la santé des habitants et à l'alimentation, notamment par la création de fermes verticales. Alors, la transition écologique, elle est quand même au cœur de l'exposition universelle. Je vous parlais évidemment de la thématique de l'expo. Alors, elle se veut la plus propre et écologique jamais organisée. Depuis que les expos universelles ont été faites. La première, c'est en 1851 à Londres. Donc, mais aujourd'hui, en tout cas, Dubaï se veut vraiment une vitrine à travers l'exposition de modernité et de durabilité. Donc, générer des énergies propres, réduire la consommation d'eau, promouvoir les solutions naturelles,
minimiser l'empreinte carbone, la réduction des déchets et l'utilisation des matériaux de construction durables. Alors, quelques indicateurs de développement durable de l'exposition de 2020. 95% de la condensation des bâtiments sera récupérée pour l'irrigation. 90% des matériaux utilisés dans les constructions permanentes seront conservés. 85% des déchets ne seront pas enfouis, mais recyclés. Il y a également 75% des matériaux utilisés dans les constructions temporaires seront réutilisés ou recyclés. Hein, le pavillon France en est l'exemple. Et 75% de programmes dédiés au développement durable par le biais d'ateliers de sensibilisation pédagogique, de documentation et d'activités. Les plantes également, 50% des plantes paysagères sont des espèces endémiques et qui sachent s'adapter évidemment à leur environnement. Monsieur Pérez avait parlé du pavillon France, qui se veut vertueux. Je ne vais pas réitérer ses propos, mais très rapidement. Mais on voit en tout cas que toute la conception architecturale a été faite, en tout cas, voilà, de manière à limiter l'impact, en tout cas, d'un événement comme celui-ci. Alors, ce voyage, petit récapitulatif de sensibilisation, 3, on va dire, piliers. Organiser une conférence liée à l'immobilier et la transition écologique, créer réellement une coopération auprès des participants et également créer une sorte de business point entre les innovations et également les décideurs de buyout. Et pour cela, et pour créer une coopération et fédérer un petit peu tous les participants, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer un programme aussi, lié à la culture, mais également lié aussi à la transition écologique. Donc là, l'idée est de pouvoir organiser cela en mars 2022, et nous croisons les doigts, évidemment, que les restrictions sanitaires nous puissent aller au bout de ce projet-là. Et le format serait... Alors, c'est encore en stade de projet, mais de 3 à 4 jours et de 4 à 5 nuits. Pour cela, on a travaillé donc un programme. Donc évidemment, le premier jour, on pourrait décoller de Marseille ou de Nice, qui a un lieu direct, toutes les, on va dire, les formalités de douane, visa et compagnie. Donc, ce premier jour, évidemment, est plutôt dédié en fait au voyage pour y aller. Et on commencerait donc avec un planning qui se veut en tout cas axé sur la culture et la transition écologique. Donc l'idée, c'est de passer une première journée à l'exposition universelle, visite des pavillons qui sont emblématiques, comme celui des Émirats arabes unis, de Singapour, qui est d'ailleurs un modèle inspirant de Dubaï, le Luxembourg, la Belgique et j'en passe. Et l'idée aussi, l'après-midi, c'est de pouvoir organiser donc, au pavillon France des tables rondes en collaboration avec l'ambassade de France et la Chambre de commerce. Le jour 3, une visite à Abu Dhabi. L'idée, c'est de voir aussi la très belle réalisation de Jean Nouvel, qui est le musée du Louvre, mais également voilà, la visite de Masdar, qui est la cité passive, la visite de la grande mosquée, que vous avez en illustration, et voilà, qu'on puisse aussi prendre du bon temps à travers des dîners et des apéritifs. Jour suivant, Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde, et puis voilà, tout un périple autour dans ce quartier-là. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir allier évidemment une rencontre avec des acteurs qui contribuent et participent à la décarbonation de Dubaï, et notamment d'organiser une rencontre avec Veolia et de réaliser un échange autour de l'innovation dans la technologie des plantes et même bien de l'eau. Se poursuivrait une rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï, et ensuite tout un périple, évidemment, comme le passage du Creek en Abra, qui est un petit bateau, et du temps libre dans le souk market. Et enfin, le dernier jour serait donc une visite de Solar City. Vous l'avez donc en visuel. C'est une énorme centrale photovoltaïque dernière génération qui permet évidemment
donner de l'électricité aux villes environnantes, et également une visite de la Sustainable City, qui est un énorme quartier donc qui porte les bonnes pratiques, on va dire, du développement durable à l'échelle d'une ville. Et on continue donc avec des visites et notamment un retour dans le quartier où on résiderait à l'hôtel du côté de la tour de Burj Khalifa. Donc voilà, en tout cas pour le programme. Donc aujourd'hui, ce projet, on va le diffuser. On attend aussi voilà, des remarques de manière à mieux construire cela. Et évidemment, le tarif dépendra évidemment du nombre de participants et des sponsors. Et évidemment, nous cherchons des partenaires qui contribueront aux conférences, mais également aussi aux sociétés d'innovation qui veulent créer des opportunités business avec les Dubaïotes. Pour cela, on a conçu deux packs, un pack conférence et un pack art de vie à la française avec des rencontres B2B avec les décideurs Dubaïotes. On reviendra vers vous avec de plus amples informations, notamment voilà, sur le tarif du partenariat. Voilà en tout cas pour ce webinaire, en tout cas qui a été dédié au pavillon France et à Dubaï. Nous allons vous partager à tous ceux qui se sont inscrits justement la présentation, et puis vous allez avoir un lien également si vous voulez revoir Jean-Luc Pérez et parler justement de ce beau projet qui est le pavillon France. Je vous remercie à toutes et à tous de vous être connectés et à très vite pour un prochain webinaire.